Ce qui s'est passé hier soir, c'est l'attaque des États-Unis contre l'Iran, suivie de la riposte iranienne. La différence, hier soir, c'est que les États-Unis ont intensifié leurs frappes. Les attaques étaient plus fortes, plus soutenues que lors des deux précédentes, après la signature du protocole d'accord. En réponse, l'Iran a ajouté une cible qatari à sa liste. Hier soir, ils ont frappé le Qatar pour la première fois depuis plusieurs semaines. Le Qatar n'avait plus été visé par l'Iran depuis l'annonce du cessez-le-feu entre Téhéran et Washington. C'est donc l'un des principaux changements de la nuit dernière. Et aujourd'hui, on a appris qu'ils avaient visé un radar militaire au Qatar. Alors, que se passe-t-il en ce moment en Iran? Hier, les funérailles avaient lieu en Irak, à Karbala et à Najaf. Aujourd'hui, elles se déroulent en Iran. De nouvelles images arrivent. Voici par exemple Mashhad. On y voit des millions de personnes dans les rues pour la dernière étape du cortège funèbre de l'ancien guide suprême de l'Iran. Voilà l'atmosphère qui règne dans le pays. Et puis il y a environ 30 minutes, Elijah, on a appris que de nouvelles explosions ont eu lieu à Bushehr et à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, ainsi qu'à Shiraz. Pour l'instant, rien ne confirme qu'il s'agisse d'une attaque contre l'Iran. Et l'autre événement en cours, c'est l'attaque iranienne contre la Jordanie. Et les missiles balistiques ont attaqué la base aérienne de Muwafaq Salti, à l'est de la Jordanie. On a d'ailleurs quelques photos qui viennent d'arriver, par exemple celle-ci. On y voit clairement les Iraniens en train de lancer des missiles balistiques. Et voici la vidéo qui vient tout juste de sortir. Elle montre que ces missiles ont été tirés depuis Khomein, une autre ville d'Iran. Ils lancent aussi des missiles depuis le sud du pays, depuis Shiraz et depuis Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran. Et ces missiles frappent des cibles en Jordanie. And they're hitting the targets in Jordan. So far, initial reports, it shows that a direct... Pour l'instant, les premiers rapports indiquent qu'un complexe industriel en Jordanie a été directement touché. L'autre point, c'est que les États-Unis ont annoncé qu'ils pourraient rétablir le blocus du détroit d'Ormuz dans le golfe Persique. Et l'Iran, dans la nuit, a expédié 10 millions de barils de pétrole, immédiatement, selon les données de Tanker Tracker. Voilà la situation actuelle. L'Iran attaque la Jordanie et des bases américaines dans la région. Et il semble que dans les prochaines heures, on assiste à de nouvelles confrontations. Peut-être même à une nouvelle attaque des États-Unis contre l'Iran. Elijah, à toi, donne-nous ta compréhension de ce qui se passe avec ce qu'on appelle le protocole d'accord. D'accord, merci. Donc ces attaques ne sont pas vraiment une surprise. Et le fait que le protocole d'accord ne soit pas appliqué non plus. Il y a de nouveaux éléments apparus hier qu'il faut vraiment souligner. D'abord, l'emplacement de la cible. Ensuite, la raison pour laquelle tout cela se produit. Parce que les gens doivent comprendre ce qui se cache derrière cet échange de missiles et d'attaques. Le premier élément vient des Américains, qui ont attaqué pour la première fois la voie ferrée entre Téhéran et Mashhad. Cette attaque est importante parce qu'elle montre qu'il s'agit d'une attaque très personnelle, pas stratégique. C'était le jour des funérailles, quand tout le monde se rendait à Mashhad pour participer aux obsèques du grand ayatollah Saïd Ali Khamenei, assassiné. D'une certaine manière, pour beaucoup de gens, on parle de millions de personnes en Iran et en Irak, à différents moments, qui ont participé à ces funérailles. Donald Trump a été très surpris de voir cette foule soutenir le Coran et se montrer unie contre les Américains et les Israéliens. Donald Trump a aussi adressé une sorte de message à Benjamin Netanyahou en disant « Eh bien, ce n'est pas ce que tu avais promis. Tu disais que le système iranien allait s'effondrer en 3 ou 4 jours, que les gens en avaient assez de ce régime. » En bombardant la voie ferrée qui mène à Mashhad
C'est plutôt une attaque personnelle qu'une action stratégique. Deuxièmement, l'attaque contre la ligne ferroviaire entre l'Iran et la Chine, la ligne d'approvisionnement, a été visée. Et pour la première fois, on voit aussi le Sistan-Baloutchistan, dans le sud, devenir l'une des cibles. Le port de Chabahar, qui est en partie géré par l'Inde, sert principalement à l'Inde, au Pakistan et au reste de l'Asie. C'est nouveau. Donc ce sont des éléments sur lesquels il faut s'arrêter un instant, parce qu'en réalité, les Américains commencent à bombarder des cibles civiles. Ils n'ont plus de cibles militaires. Ils s'en prennent donc aux civils. Et le fait de viser des infrastructures civiles, c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe le plus Donald Trump. Maintenant, voyons quelle sera la riposte iranienne. L'Iran a riposté contre des intérêts américains au Koweït et à Bahreïn, mais aussi en Jordanie. Et c'est là qu'on en vient à la vraie question. Pourquoi tout cela se produit? En réalité, ce n'est pas seulement à cause du paragraphe 5 du protocole d'accord. Le paragraphe 5 est très clair pour les Iraniens. Il est clair, oui, mais interprété de façon totalement différente par les Américains. Ce paragraphe donne aux Iraniens la possibilité de gérer le détroit d'Ormuz pendant 60 jours et d'en discuter avec les Omanais, ce que l'Iran fait d'ailleurs. Mais il n'y a aucune mention du CENTCOM ni d'une intervention américaine. Donc, les Américains n'interviennent pas dans le détroit d'Ormuz, tout simplement parce qu'ils ne sont pas inclus dans le protocole d'accord pour cette affaire précise. Au contraire, et c'est là qu'on comprend pourquoi, et c'est important que les gens le sachent, tout cela tourne autour de l'hégémonie et du contrôle. En réalité, le détroit d'Ormuz est le seul levier dont dispose l'Iran pour arrêter la guerre en Iran, pour mettre fin à la guerre au Liban et dans la région, pour libérer tous les avoirs gelés, pour obliger les Américains à verser des compensations pour la guerre et pour lever toutes les sanctions. Sans le détroit d'Ormuz, l'Iran peut être totalement ignoré, comme les Américains et les Européens l'ont fait pendant des décennies, en renforçant les sanctions année après année, voire mois après mois. Et à chaque nouveau président américain, on repart avec de nouvelles sanctions contre l'Iran. C'est donc bien là que réside le levier de pression. Et ce que font les Américains, en réalité, c'est qu'ils n'ont pas été honnêtes dans leur dialogue avec les Iraniens, même en signant le protocole d'accord. On a vu Donald Trump le signer à Paris, à Versailles, lors d'un dîner avec les dirigeants du G7. Donc il l'a signé. Soit il ne connaissait pas les détails, soit il l'a signé en toute connaissance de cause. En tout cas, personne ne l'a forcé à le faire. Maintenant, signer ce protocole d'accord avec l'objectif de résoudre le problème avec l'Iran, c'est une chose, mais ça paraît très peu probable. Et s'il l'a fait uniquement pour rouvrir le détroit d'Ormuz et faire baisser le prix du pétrole afin de pouvoir reconstituer les quelques 400 millions de barils qu'il a utilisés pendant ce conflit dans ses réserves stratégiques, eh bien, il faut rappeler que ces réserves tournent autour de 700 millions de barils. Et Donald Trump nous avait dit qu'ils étaient à seulement quelques semaines d'épuiser la totalité de la réserve. Et d'après les fuites dans les médias, on sait que les Américains n'avaient plus que 331 millions de barils sur plus de 700 au départ, ce qui pose un vrai problème, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde, quand il n'y a plus de réserves de pétrole. Alors, ce que fait Donald Trump, c'est faire baisser le prix du pétrole pour pouvoir compenser les millions de barils qu'il a utilisés pendant le conflit, faire baisser les prix, puis recommencer à dire à l'Iran « Vous ne pouvez pas contrôler le protocole d'accord ». Mais il ne le dit pas seulement à voix haute, non. Ce qui s'est passé, en réalité, c'est que les Iraniens, selon ce protocole d'accord, ont déclaré « C'est nous qui contrôlons le détroit d'Ormuz ».
we are in control of the Strait of Hormuz. We're going to allow any ship to come in and out. Nous allons autoriser n'importe quel navire à entrer et à sortir, sauf bien sûr les Israéliens et les Américains. Mais il faudra passer par nous. C'est ce qu'a déclaré l'Iran. Et on ne peut pas passer par les eaux omanaises, parce qu'il y a, dans le détroit d'Ormuz, un passage d'environ 23 000 de large. Le droit international dit que 12 000 à partir des côtes appartiennent à chaque pays concerné. Ce qui veut dire que Oman et l'Iran ont chacun 12 000 sous leur pleine souveraineté, avec environ 1 000 qui se chevauchent, ou disons une demi-mille de chaque côté. Malgré tout, les Omanais et les Iraniens discutaient de la manière d'organiser tout ça. The Omani and the Iranians were talking about how to organize that. And they have agreed that Et ils sont tombés d'accord pour que, au lieu de demander des frais, ce qu'Oman a complètement refusé, ils demandent des services à la fin des 60 jours. À ce moment-là, il y a déjà une entreprise qui fournit ces services et qui est payée par toutes les compagnies maritimes et les armateurs pour différents services rendus aux navires qui traversent le détroit d'Ormuz. L'Iran et Oman ont convenu de partager ces bénéfices et de gérer le détroit d'Ormuz de cette manière. Mais après les 60 jours, pourquoi? D'abord, parce qu'il n'y a absolument aucune confiance envers les Américains qui ont prouvé qu'ils ne respectaient pas le premier paragraphe sur la fin de la guerre. Ensuite, parce que la guerre continue. On a vu ce qui s'est passé hier, la nuit dernière et la nuit d'avant. Donc non, la guerre n'est pas terminée. Alors, pour l'Iran, il ne veut pas lâcher le détroit d'Ormuz tant que la guerre n'est pas terminée. Les Américains ont demandé à tous les navires de se coordonner avec la marine américaine pour passer du côté omanais. Et ils ont mis la pression sur Oman pour qu'ils ne disent rien. Mais ce qui s'est passé, c'est que les armateurs et les compagnies d'assurance ont eu peur. Ils sont un peu frileux, disons, à cause de l'argent, et on peut les comprendre, parce qu'ils ne veulent pas risquer la valeur d'un navire, ni l'argent de la compagnie maritime, ni voir les primes d'assurance grimper, et encore moins devoir payer une grosse somme en cas de dégâts. Donc frileux dans un sens positif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment le courage d'aller défier l'Iran, et ils n'en ont pas besoin. Il existe un passage sûr. Ils peuvent passer des deux côtés de l'Arak, l'île iranienne, répondre aux Iraniens et traverser gratuitement pendant 60 jours, selon les termes du protocole d'accord. Du coup, les Américains ne pouvaient pas faire pression ni sur les armateurs, ni sur les compagnies d'assurance. Alors ils se sont tournés vers d'autres pays, l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar. Le Qatar a fourni un navire de GNL parce que le gaz reste très cher dans le monde, environ 70% au-dessus du prix normal, car le gaz ne réagit pas comme le pétrole. Et l'Arabie saoudite et les Émiratis ont chacun fourni un pétrolier. Ils ont demandé à ces navires de traverser depuis le côté omanais sans coordination avec les Iraniens. L'Iran n'a pas revendiqué l'attaque, mais il est clair qu'ils ont été visés par des drones alors qu'ils violaient l'appel des Iraniens à respecter les règles comme tout le monde et à traverser gratuitement. Et c'est là que les Américains ont riposté. Ils l'ont fait parce qu'ils veulent garder le contrôle du détroit d'Ormuz et qu'ils ne veulent pas que l'Iran le contrôle. C'est une mentalité de colonialisme. Les Américains se sont autoproclamés gardiens du détroit d'Ormuz et ils ne peuvent pas accepter que l'Iran leur retire cette carte. C'est pour ça que ce qu'on a vu ces dernières 48 heures, on va le revoir encore et encore, parfois de manière intense, parfois plus limitée, avec quelques jours d'échange de missiles, mais rien que Donald Trump appellerait une guerre, parce qu'il ne veut pas aller devant le Congrès pour demander l'autorisation. Il appellerait ça une opération spéciale. Il dirait que c'est pour défendre les alliés. Il l'appellerait comme il veut. Mais voilà, ce seront les échanges entre les deux pays.
à moins qu'ils ne s'assoient vraiment pour en discuter, qu'ils réexaminent le protocole d'accord et que les Américains acceptent cette explication, ce qui est très peu probable. Parce que les États-Unis ne libéreront jamais tout l'argent iranien. Ils ne rendront jamais à l'Iran 300 milliards de dollars en compensation et ils ne lèveront pas toutes les sanctions. Déjà, l'article 4 a été violé et les Américains ne libèrent pas les avoirs gelés comme ils l'avaient promis. D'abord, ils ont parlé de 24 milliards, puis de 12, ensuite de 3, et maintenant ils disent 6 milliards. Et en plus, ils disent aux Iraniens qu'ils doivent acheter le soja américain, en posant des conditions sur la petite somme qu'ils acceptent de débloquer. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Oui, hier soir, ils ont attaqué une zone syrienne, ainsi que le quai commercial et de pêche en Syrie. Selon l'IRIB, les médias d'État iraniens, 3 personnes ont été tuées et 15 blessées dans cette attaque. Ce n'est pas quelque chose que les États-Unis font en Amérique du Sud. Ce n'est pas à chaque fois qu'ils frappent des bateaux de pêche et tuent encore plus de gens. Mais voilà l'autre partie des nouveaux rapports. En ce moment même, pendant qu'on parle, les sirènes retentissent à la base Victoria, près de Bagdad, à l'aéroport international de Bagdad. Et au même moment, l'Iran bombarde les Kurdes et la base américaine au Kurdistan irakien. C'est une partie du problème, et c'était depuis le début l'une des principales inquiétudes du côté iranien. Ces Kurdes du Kurdistan irakien pourraient agir là-bas. C'est pour ça qu'on voit l'Iran les attaquer encore et encore. Alors selon vous, est-ce qu'il y a une sorte de plan, d'après votre opinion, pour une invasion ou une incursion venant d'Irak? Bien sûr que non. Ils ne peuvent pas, parce que d'abord le président Erdogan, en Turquie, a mis fin à cette attaque il y a longtemps, quand les Américains ont envoyé des armes aux Kurdes. Les Américains disaient alors « Nous voulons changer le régime en Iran ». Puis ils ont ajouté « Nous voulons le programme de missiles, les alliés et tout le reste ». Et ensuite, ils ont fait marche arrière, en disant « Non, finalement, nous ne voulons pas ça ». Mais Donald Trump, lui, se plaignait des armes envoyées aux Kurdes. Or, armer les Kurdes dans le nord, c'est très dangereux pour l'Irak, pour la Turquie et pour la Syrie, parce que cela ravive chez les Kurdes l'idée d'un Kurdistan, un État kurde qui s'étendrait sur l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie, réunis en un seul pays au milieu de ces États. Et ça, aucun de ces pays ne l'acceptera. Donc, renforcer les Kurdes dans le nord de l'Iran, c'est quelque chose que le Mossad et la CIA font depuis très longtemps. Cependant, l'armée iranienne, elle, n'a pas encore pris part à un véritable combat. Elle se concentre sur des zones comme le Kurdistan, au nord-ouest, et le Sistan et Baloutchistan, au sud-est, parce qu'elle craint que les Américains ne tentent quelque chose là-bas. Des groupes comme Saif al-Ad, Jaish al-Adl, et comme les Kurdes au nord, pourraient recevoir des armes et être poussés à s'affronter, à provoquer des émeutes dans le pays. Exactement comme ce qui s'est passé au début de cette année-là, en décembre 2025 et en janvier 2026. Oui. Voilà, Elijah, la photo de... Attendez, je la fais apparaître ici. La photo qui vient de sortir montre la situation sur le quai de Benud, à Assalouye, près de Boucher, après l'attaque, dans les heures qui ont suivi l'attaque menée par les États-Unis la nuit dernière. Et, en la regardant, Elijah, il y a quelques informations qui circulent. Je ne sais pas si elles sont fiables, mais il est dit que Donald Trump envisagerait d'utiliser les frontières avec l'Irak, l'Afghanistan ou le Pakistan, ou de faire quelque chose sur le terrain. Ce sont des premiers rapports, je ne sais pas si c'est exact ou non, mais un autre rapport, qui vient tout juste de tomber, indique qu'un autre navire de guerre américain a été attaqué à nouveau dans le golfe Persique il y a quelques instants.
You know what is so strange to me, Elijah? Tu sais ce qui me paraît vraiment étrange, Elijah? Hier, le conseiller militaire du guide suprême iranien a déclaré que ce n'était pas seulement une histoire de pétroliers. Selon lui, les États-Unis essayaient d'utiliser un navire de guerre dans le détroit d'Ormuz, mais que, d'une certaine manière, les forces iraniennes avaient réussi à l'en empêcher, à le repousser hors du détroit. C'est justement l'un des points sensibles pour l'Iran et pour les gardiens de la révolution. Ils ont expliqué que tout cela faisait partie d'un protocole d'accord, un MOU, qui portait uniquement sur les navires et les bâtiments commerciaux. Rien de militaire, aucune opération militaire dans le détroit d'Ormuz. Et pourtant, on voit bien que la marine américaine utilise ces navires pour faire exactement ça. Oui, c'est clairement indiqué au paragraphe 5 du protocole d'accord. Une fois signé, l'Iran fera tout son possible pour assurer le passage en toute sécurité des navires commerciaux. C'est bien précisé, il s'agit de navires commerciaux et cela doit se faire dans un délai de 60 jours. Ils ont aussi précisé encore une fois que cela concerne la circulation depuis le golfe Persique vers la mer d'Oman et dans l'autre sens. Donc selon eux, le trafic des navires commerciaux, mentionné 2 fois dans le paragraphe 5, commencera et ils s'engagent à lever tous les obstacles dans un délai de 30 jours. Cela ne fait que 2 semaines depuis la signature. Donc pour l'instant, ce sont les Iraniens qui n'autorisent que les navires commerciaux. Les Américains, eux, utilisent leur marine, leurs bâtiments militaires pour traverser le détroit d'Ormuz, en violation du protocole d'accord. Et puis, sur la question de savoir si les Américains peuvent attaquer et occuper des îles iraniennes, comme Donald Trump l'a souvent menacé. D'abord, les États-Unis sont une puissance militaire très forte, très puissante. Mais occuper, c'est une chose. Maintenir une occupation, c'en est une autre. Si les Américains prennent une île, et ils peuvent le faire facilement avec beaucoup de puissance de feu, puis qu'ils envoient des troupes au sol, combien de temps peuvent-ils rester dans une zone qui peut être bombardée à des centaines de kilomètres de distance? Ils ne le peuvent pas. C'est pour ça que ce n'est pas un plan que les Américains peuvent réellement mettre en œuvre. C'est pour ça qu'ils ont besoin de forces par procuration. Et les seules forces assez puissantes et organisées pour agir, ce sont les Kurdes du Nord. Mais eux, ils n'ont pas le droit à cause des pressions régionales exercées sur Donald Trump. Voilà où on en est. Et oui, les Américains n'ont aucune intention de respecter le protocole d'accord. Ils ont même arrêté les dérogations sur le pétrole iranien hier. Ils avaient dit que, pendant 60 jours, ils permettraient à l'Iran de vendre son pétrole. Mais ils ne l'ont pas fait. Hier soir, 5 pétroliers iraniens ont quitté l'Iran, plein de pétrole, parce qu'ils savaient que les Américains pouvaient aussi agir là-dessus. Ils pouvaient suspendre complètement les exportations ou rétablir le blocus. Mais encore une fois, si Donald Trump impose un blocus à l'Iran, il imposera en réalité un blocus au reste du monde, à travers le détroit d'Ormuz. Et là, on revient à la case départ.